écouter ce petit sujet que nous avons, nous voulons simplement tout d'abord vous souhaiter une très bonne journée au peuple congolais, aux démocrates africains, aux démocrates du monde entier, à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Nous tenons à remercier euh, tous ces républicains à travers le monde entier qui nous soutiennent par les efforts, les motivations, par les prières. Et éventuellement à l'ensemble du peuple congolais, partout où ce peuple se retrouve, euh, nous voulons encore vous dire une fois de plus merci pour votre support, merci pour vos prières, merci pour vos encouragements. Ce que nous faisons est un travail difficile qui prend beaucoup de temps. Nous consommons beaucoup de notre énergie, beaucoup de notre temps pour aller chercher des informations que nous sommes capables d'apporter au peuple congolais. Un peuple qui a été autrefois bâillonné, on peut le dire comme ça. Un peuple qui était autrefois englouti dans le mensonge, dans la manipulation. Et nous avons trouvé un canal par lequel on pouvait aller exhumer toutes ces informations et le présenter auprès du peuple congolais. Aujourd'hui, on peut simplement dire que euh, beaucoup de gens, pas seulement les Congolais, des Africains, des Européens, des Asiatiques, des Canadiens, des Américains, bref, euh, l'ensemble de la communauté internationale, beaucoup de gens sont aujourd'hui très informés de la situation du Congo-Brazzaville à travers des petites vidéos, des petits messages que nous faisons à travers notre chaîne YouTube ou encore à travers notre mur Facebook. Bon, on va commencer par quelques informations. Bon, nous avons tous vu pas mal de nos amis ont fait des publications sur l'arrivée d'un hélicoptère au port de Pointe-Noire. Et beaucoup de Congolais se sont questionnés pourquoi Sassou a encore acheté un hélicoptère. Oui, c'est un hélicoptère de guerre. Bon, le système baie vitrée, comme vous avez, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde, a fait ses investigations. Nous sommes rentrés un peu dans la profondeur et nous avons pu avoir quelques informations. Éventuellement, il y a bien un hélicoptère qui est arrivé au port de Pointe-Noire le 18 juin. Donc, le 18 juin, nous étions là. Je vais simplement essayer de regarder. Nous étions là le 18 juin. Donc on peut dire le jeudi passé, le jeudi qui venait le jeudi de la semaine dernière, un hélicoptère est arrivé au port de Pointe-Noire. Un hélicoptère neuf est arrivé au port de Pointe-Noire. Mais comme l'hélicoptère était emballé, il était difficile de savoir si cet hélicoptère-là était un hélicoptère militaire. Mais les informations du système BVT nous parlent ici que c'est un hélicoptère soi-disant qui appartient à Comisav. Comisav, donc C-O-M-I-S-A-V. Comisav. Bon, euh, en tout cas, c'est ça les informations. Selon ce qui a été enregistré, on dit que c'est un hélicoptère qui appartient à Comisav. Bon, nous sommes allés chercher un peu pour chercher à savoir c'était quoi cette affaire de Comisav. Nous nous sommes rendus compte que ce commissaire-là, c'est apparemment un expert, un cabinet, on peut simplement dire un cabinet d'expertise marin, on peut dire comme ça. Bon, ce cabinet-là, apparemment, on dit que c'est quasiment en Afrique. On parle ici Cameroun, Congo-Brazzaville, le Gabon, Madagascar, Tchad, la République centrafricaine, Burundi, la Guinée équatoriale. Bon, apparemment, la direction générale se trouve à Douala au Cameroun. C'est ça, ce sont les informations que nous avons vues ici par rapport à ce commissaire-là. Ce qui est quand même curieux, c'est que on s'est quand même renseigné si les agences des autres pays ont aussi des hélicoptères. Mais les informations semblent nous dire que
tous les autres pays, éventuellement le Comisav Cameroun, Gabon, Madagascar, Tchad, la République centrafricaine, Burundi, Guinée équatoriale, nous avons eu un peu le feedback, on nous a dit il n'y a pas des hélicoptères de Comisav dans ces pays-là. Ça, c'est le feedback que nous avons eu, hein, par rapport aux amis qui sont aussi dans ces pays-là. Bon, on n'a pas vraiment, nous ne sommes pas rentrés dans la profondeur pour aller fignoler l'information, mais le feedback, les premiers feedbacks que nous avons reçus, on nous dit qu'il n'y a pas il y a pas des hélicoptères dans ces états-là. Bon, il y a encore le doute continue à planer. Bon, apparemment, quand on lit ce que ce commissaire l'a fait, on nous parle ici voilà, donc leur mission, si vous allez dans leur website, on vous parle un peu de leur mission, ce qu'ils font exactement. Mais ils disent qu'ils sont en Afrique depuis 1952. Ils sont en Afrique depuis 1952. Mais nous ne savons pas, ils sont au Congo depuis quand. Mais s'ils sont au Congo, moi, c'est là où nous venons avec nos questions. S'ils sont au Congo depuis, on considère hein, qu'ils sont au Congo depuis 1952, ou encore après les indépendances, ou encore au retour de Sassou. Je ne sais pas si au temps de Yusuba, on entendait ces commissaires là. Je ne sais pas. Mais on va encore chercher des informations. Mais la considération ici, c'est que si cette compagnie est au Congo, ça fait plusieurs années, c'est quand même curieux que ce n'est que maintenant là que ils ont pensé à acheter un hélicoptère. Hein. C'est quand même curieux. Bon, en plus, si vous essayez de regarder leur mission, je vais simplement euh, apparemment, ce qu'ils font, ils font des constatations sur des dommages, la détermination de la nature de l'avarie, de son importance, les causes et son origine, mesure des conservations apparemment, donc des bateaux cargo qui arrivent, conservation de recours contre les tiers responsables, prévention des sinistres. Bon, ce bateau-là, c'est pour des interventions rapides en haute mer, pour des cargos qui sont en passage. En tout cas, ça, nous ne savons pas. Mais moi, ce qui déclenche un peu notre réflexion dans le système BVT, c'est qu'on se dit, pourquoi seulement maintenant que cette compagnie-là a emmené l'hélicoptère? Qui sont les partenaires de commissaires au niveau du Congo? Est-ce qu'il y a la main d'Enguesso derrière? Mais ça, c'est des choses que nous voulons dire aux Congolais, de nous venir avec plusieurs investigations, parce que ça, c'est déjà le premier feedback que nous avons reçu par rapport à cette affaire. Bon, vous le savez, nous avons déjà même rédigé aux Nations Unies que quand Sassou avait acheté ses engins blindés, vous vous souvenez, hein, quand il y avait un peu quelques conflits en Centrafrique, c'est là où il avait profité de faire rentrer beaucoup d'engins blindés. Et ce qu'il avait fait, à l'époque, le chemin de fer Congo-Océan fonctionnait très bien entre Brazzaville et Pointe-Noire. Il avait emballé ses engins blindés avec le logo des Nations Unies, donc UN, the United Nations. Hein. Donc c'est de cette façon qu'il avait fait rentrer les agents blindés à Brazzaville. Les agents blindés qu'il a garés chez lui, beaucoup des équipements militaires, il avait profité. Et nous avons rédigé aux Nations Unies. Le feedback que les Nations Unies nous avaient dit, parce que nous avons toute la correspondance, ça nous dit que Sassou a commandé ces équipements-là, c'est pour servir à la République centrafricaine. Mais nous savons que c'était faux. Hein. C'est pendant cette période qu'il avait profité de faire rentrer beaucoup des équipements. Mais les Nations Unies n'étaient pas informées de ce convoi. Parce que quand on achète pour les Nations Unies sont informées du convoi. Du convoi qui est parti de Pointe-Noire, des bateaux qui sont arrivés, qui avaient chargé des engins blindés, les armes, ainsi de suite. Mais il avait dissimulé tous ces engins-là avec le logo UN, hein, United Nations, de l'ONU. Et ça, nous avons informé l'ONU par rapport à ça. Hein. Donc, si Sassou arrive à dissimuler des informations, à mentir même aux Nations Unies, eh ben, rien ne lui empêche de faire venir un hélicoptère de combat et de mettre l'hélicoptère sous l'étiquette d'une compagnie qui opère au Congo au nom de Comisav. Hein? Ça, c'est là où les questions doivent se poser, parce que cet homme est connu. Et plus qu'en plus, vous savez que le système baie vitrée, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde, a infiltré tous les réseaux du Congo. Donc, aucune chose, aucun matériel ne peut passer au Congo sans que nous ne soyons informés. Donc, ça peut toutefois utiliser des mécanismes, des méthodes
pour dissimuler cet hélicoptère de combat au nom d'une entreprise. Et surtout que nous ne savons pas encore quels sont les partenaires de ces entreprises. La plupart de ces temps, ces entreprises-là s'exercent en Afrique et dans les pays les plus corrompus que vous connaissez, qu'il s'agit du Congo-Brazzaville, du Cameroun, du Tchad, du Gabon, ainsi de suite, chers amis. Hein? C'est là où vous devez comprendre cette affaire-là. Bon, voilà, donc il y a encore de doutes. Hein, les investigations vont continuer jusqu'à ce qu'on va voir où est-ce que cet hélicoptère-là va arriver. Alors, au finish, quoi, ça va arriver où? Hein, et nous demandons le peuple de Pointe-Noire d'ouvrir grandement les yeux sur cette affaire. Bon, vous avez aussi vu ces nouvelles stratégies. Je crois que je l'ai mis sur mon mur Facebook pour ceux qui sont amis avec nous sur Facebook. Le petit-fils de Denis Omar Junior, l'enfant de Edith et Omar Bongo. Souvenez-vous, on avait déjà eu à faire une vidéo où nous avons dit c'était le plan D d'Enguesso. Le plan D d'Enguesso. Le plan D d'Enguesso. Vous vous souvenez, hein? Puisque le fils, le voleur, le Zaïrois, celui que nous appelons Sassou Christophe Denis est quasiment disqualifié, on peut dire comme ça. Il évolue de scandale en scandale. Récemment, vous l'avez encore vu en pleine opération sur Miami Gate, l'affaire de Miami Gate, nous avons expliqué ça hier. Donc vous voyez que internationalement, même le bras armé de la France, de Sassou, qui est la France, ne peut plus éventuellement soutenir ce petit voleur. Donc on vous tourne avec le petit-fils. Vous vous souvenez qu'il avait déjà même présenté ce petit-fils-là au président Poutine pour dire que c'est le futur de la jeunesse africaine. C'est comme ça qu'il avait intitulé ça, le tyran, le néron tropical que nous appelons Sassou Denis. Bon, nous avons déjà fait une vidéo où nous avons déjà dit que il préparait aussi le petit-fils comme un autre plan. Mais là, ça se dessine. Hein. Pourquoi ça se dessine? Parce que apparemment, le petit-fils a mis en place une organisation. Donc, comme vous le voyez, hein, il a mis en place une organisation. Ils sont en train d'appeler ça... bon, je vais simplement essayer de mettre ça ici pour avoir une bonne vision. Voilà. Ceux qui sont amis avec nous peuvent encore aller regarder. Vous pouvez aller regarder ça sur notre mur Facebook. Et vous allez donc avoir donc un instant. Voilà. Voilà, donc nous ici, on vous dit une réalité, que le peuple congolais doit comprendre cette réalité. Il va falloir que nous soyons très vigilants et très prudents dans cette affaire parce que peuple congolais, si on rate cette opportunité-là, on est très foutu, on est très mal barré, très mal barré. Bon voilà, donc je viens de retrouver, ceux qui sont amis avec nous peuvent aller regarder. Voilà, le petit-fils au nom de fameux Denis Omar, là, il vous dit que la plateforme politique panafricaine dénommée, hein, ils ont mis en place une plateforme panafricaine. Hein, voilà, donc ils ont mis en place... bon voilà. Mais voilà, donc comme on le dit, ce fameux Denis Omar est devenu le conseiller de Sassou. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Il est devenu le conseiller de Sassou. Donc il fait partie du grand réseau mafieux. Donc voilà le plan des gants vous prépare. Donc c'est le petit-fils qu'on va maintenant présenter, puisque le fils est reconnu comme le plus grand voleur que le Congo n'a jamais connu. Hein, l'un des plus grands voleurs. Il est disqualifié. Donc on se dit qu'en le mettant sur le terrain pour préparer une quelconque élection du PCT ou n'importe qui dans ce parti, ça va être un peu plus compliqué. Donc on prépare donc le petit-fils. Hein, donc le Gabonais, on le prépare. Donc éventuellement, son groupe a mis en place un communiqué de presse. Nous avons mis ça sur notre mur, allez-y regarder. La plateforme politique panafricaine dénommée Conférence pour la renaissance de la démocratie en Afrique. Voilà des titres que ces gens-là prennent, c'est comme si c'était des démocrates. Ouais, on sigle Corrida, dirigé par, ils ont donné il est le président, ce fameux petit-fils,
Denis Junior Omar Bongo Ondimba informe la population congolaise. Voilà un peu. Informe la population congolaise le calendrier des descentes de la coordination nationale dans les zones du sud du pays notamment. Donc, mais toujours leur problème c'est le sud du pays. Pourquoi ils ne vont pas aller chercher au nord? Puisqu'ils disent que la partie nord est plus peuplée que le sud. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher au sud? C'est ça qu'on dit au peuple congolais, mais soyez sérieux là, parce qu'on sait que on peut vous manipuler au sud. Vous êtes des moutons, vous êtes des brebis. Eux, ils vous maintiennent en esclavagisme. Eux, ils ont le cash, ils vous manipulent. Et vous, vous êtes les chiens qu'on tire tout le temps. Vous voyez, hein, comme on a dit que nous sommes les animaux. Tozali ba nyama, bango bazali ba mboa, bazo bilabiso. C'est comme ça qu'ils sont en train de le dire. Hein, vous voyez, chers amis. Donc, ils disent qu'ils vont commencer leur descente dans la zone sud du pays. Et notamment, on commence toujours là où ils ont l'habitude d'aller tuer. Le pôle. Et voilà, c'est ce qu'ils disent. Kinkala, Boko, Minduli, Dolizi, Mosenjo, Nkai, Madingu, Muyonzi, Ntiaki, Kingwe, Sibiti, Zanaga, Komono, Bambama, Mvuti, Inda et Pointe-Noire. Ben, ils disent que bon, à partir du 27 juin, qu'ils vont faire ces réunions-là et tout ça là et tout. Donc vous voyez que, chers amis, vous au sud, vous êtes des wagons, des remorqueurs, des accompagnateurs pour accompagner ces gens-là à nous briser le pays. Et ça, c'est le petit-fils. Le petit-fils aussi commence à venir vous narguer. Donc, en réalité, ils sont maintenant en train de préparer le petit-fils hein, dans cette vilaine campagne du régime Sassou. Hein, voyez, chers amis. Donc, peuple du sud, maintenant, toutes ces villes que nous avons citées, ben, préparez-vous à caillasser ces individus qui viendront chez vous. Caillassez-les. Préparez-vous, chassez-les. Jetez-leur de l'eau, jetez-leur de la pierre. Hein, chers amis. Soyons sérieux. Donc, Denis Omar, qui est le conseiller de Sassou, le conseiller de son grand-père qu'on est en train de préparer, lui aussi va commencer à venir vous narguer. Et il choisit toujours le sud du Congo. Mais c'est quoi leur problème avec le sud? Mais puisqu'ils ont volé l'argent, la richesse du sud, ils sont allés construire Oyo. Pourquoi ils ne vont pas commencer chez eux? Pourquoi ils viennent toujours chez vous au sud? Parce que vous êtes les chiens, vous êtes des moins à rien. Alors prouvez-leur. Hein? Augmentez vos énergies, chassez-les dans toutes les villes. Ceux qui ont les puissances traditionnelles, au lieu d'aller donner les pouvoirs traditionnels à Sassou, ben, faites des pouvoirs, qu'il y ait des grandes pluies pendant ces moments-là, que ces gens-là viennent pour que ces réunions ne tiennent pas, puisque vous êtes incapable même de les affronter physiquement, mais affrontez-les même naturellement. Envoyez les puissances des eaux, les puissances des montagnes, pour traumatiser ce petit-fils aussi qui commence à vous narguer, qui garde une moustache, je ne sais pas, un petit comme lui, il garde une moustache comme un vieux, comme son père, vous voyez, chers amis, c'est une honte. Et donc sa mère hein, a été, on peut dire même la pièce maîtresse qui a brisé la démocratie du Congo, qui a brisé le rêve du Congo. Vous voyez, chers amis, donc c'est incroyable, c'est incroyable. Hein? Bon, je crois que vous êtes informés, c'est à vous donc de regarder ça. Bon, maintenant, je vais vous parler rapidement de l'Oudima. Hein, l'Oudima, parce que beaucoup de gens ne savent pas ça. Je vais vous parler de ça rapidement, de l'Oudima. C'est quoi l'Oudima hein? Pourquoi les gens négligent cette affaire de l'Oudima? On va vous parler de ça. On va vous parler de ça rapidement. Bien sûr, l'Oudima au temps colonial. Donc, on peut simplement dire que le premier village, hein, on peut simplement dire que, je vais simplement essayer de... L'Oudima. Ah oui, beaucoup de gens connaissent l'Oudima que par la station fruitière de l'Oudima ou la Swapo, vous vous souvenez, hein, là où on recevait des Namibiens. À cette époque-là, le Congo était bien. Les mangues greffiers. L'Oudima aussi, c'est tout le secteur de Mombelo. On peut simplement considérer toute cette zone où il y a la tomate. L'Oudima, c'est éventuellement le manioc. L'Oudima, c'est ce que nous appelons les ignames, ainsi de suite. Donc, une zone de terres fertiles pour l'agriculture. Hein. L'Oudima est une ville et un district hein, de la République du Congo, hein, ceux qui ne savent. À cette époque-là, l'Oudima était considéré comme le chef-lieu du même district, à cette époque. On peut simplement dire, aujourd'hui, l'Oudima est situé dans le département de la Bouenza.
le Dima compte à peu près 18 000 habitants. Hein. L'agriculture est la principale activité économique de cette ville. Que les Nguesso ne connaissent pas la valeur, hein, que ceci en faisant. Voilà pourquoi nous avons proposé dans le manifeste, on va récupérer le fonds, on va créer une banque agricole qui nous permettrait de financer les projets agricoles. Le DIMA est l'un des premiers postes fondés par les colons, et l'un des premiers postes fondés par les colons français sur la route des caravanes entre Luango, Brazzaville, avec Koba, puis ceux de Kimbedi et de Bouansa. Hein, vous voyez, hein, comprenez ça, chers amis. C'est le premier axe, le premier poste fondé par les colons français sur l'axe de la caravane. Mais la caravane, vous connaissez, hein, c'est le chemin qui leur permettait de prendre les esclaves dans les parties nord du pays, de les ramener vers Luango pour emprunter les grands bateaux pour les emmener vers des destinations inconnues. Bon, vous pouvez comprendre les Caraïbes, l'Amérique, ainsi de suite. Vous voyez, chers amis. Donc le DIMA, c'était le premier poste fondé par les colons français. Oui. Et puis il y a eu encore d'autres postes à Brazzaville, Luango, Kimbedi, Bouansa, ainsi de suite. Donc il s'agissait en fait de reprendre le parcours séculaire du trafic d'ivoire et des convois d'esclaves emmenés vers les côtes et les convois d'espace. Donc le trafic d'ivoire et les convois des esclaves qu'on emmenait vers les côtes. Donc le DIMA était à cette époque coloniale avait une très grande considération. On peut le dire simplement comme ça. Avait une très grande considération. Excusez-moi. Voilà, donc on vous ramène à notre histoire pour que les gens connaissent de quoi nous avons parlé. Nous avons déjà parlé de Luango. Vous avez compris, il y a des amis de Luango qui ont déclenché la souveraineté du royaume de Luango depuis le 7 juin 2020. Et les vieux sages ont boudé, mais le mouvement continue. Et là, nous parlons de l'Udima pour réveiller un peu tous les gens de secteur de l'Udima. La reconnaissance des lieux effectuée par Albert Dolizy. Hein. Dolizy, là, il vient de Albert Dolizy et de Joseph Cholet. Hein, Joseph Cholet. Et ça, c'était, excusez-moi, en 1884. La signature du traité avec les chefs de la vallée du Niari donna naissance à l'Udima en 1885. En 1885. Donc l'Udima, les colons ont signé des traités avec les sages de la vallée du Niari. Et c'est là où on a créé ce grand district, ce grand chef-lieu au nom de l'Udima en 1885. Bien sûr, il faut tenir en compte qu'il y avait ces colons-là, Albert Dolizy et Joseph Cholet. Et ce traité-là fut signé en 1885. Entre 1884 et 1885. La région était sous le contrôle des Kounis, hein, sous le contrôle des Kounis. Et les environs du futur L'Udima dirigé par le prince, hein, donc l'Udima et les environs étaient dirigés par le prince Mwelembungu. Mwelembungu, ça c'est nos ancêtres. Nos ancêtres. Et que nous sommes en train d'invoquer aujourd'hui les problèmes des terres, nous avons besoin de tous ces ancêtres-là qui ont signé là. Nos ancêtres, dirigés par le prince Mwelembungu à cette époque-là. Donc, voilà. L'Udima a été dénommé pays Diangala. Pays Diangala. Pays Diangala. Ça, c'était le sobriquet de l'Udima. Pays Diangala. Il englobait. Donc, on voit tout l'ensemble de l'Udima. L'Udima englobait le grand district et le grand chef-lieu. Donc, toute cette région-là englobait à cette époque-là. En 1885, ça englobait Lubomo, qui aujourd'hui est devenu Dolizy, Louvakou. Vous connaissez Louvakou. Il y a même eu, je crois, des infirmiers qu'on formait aussi à Louvakou, je crois bien, ou même des enseignants. Donc, Lubomo, Louvakou, Makabana. Vous voyez, même Makabana était rattaché à l'Udima. Donc, l'Udima était un grand centre. Donc, on répète, Lubomo, Louvakou, Makabana, Moutela,
Ben, ceux qui ont fait le chemin de fer connaissent ça, Ludima et Kikongo. Et Kikongo. Voyez, hein, chers amis. Ça, c'est des choses qui ont existé. Ludima, aujourd'hui, qui est dévalorisé, qui est simplement reconnu comme un dépôt où les grumiers amenaient du bois qu'on coupait dans les forêts de Sibiti, là-bas, Zanaga, Komono, qu'on ramenait des qu'on venait de laisser à Ludima et puis qu'on transvasait dans les wagons du CFCO, ou encore les eucalyptus, hein, les eucalyptus de Ludima qu'on a simplement abandonnés, alors qu'on pouvait même fabriquer même du papier, des cahiers là. C'est avec nos eucalyptus de Ludima, tout ça, ça a été abandonné, chers amis. Donc, Ludima était un endroit respecté, un endroit où il y avait le grand prince Mwele Mbungu. Mwele Mbungu régnait dans Lubomo, Luvaku, Makabana, Mutela, Ludima, Kikongo, chers amis. Donc, toute cette zone-là, c'était Ludima. Le respect de Ludima. Voilà. Le pays était historiquement une zone de transition entre le royaume côtier et l'intérieur du continent. Vous voyez, chers amis. Donc, les royaumes côtiers, c'est éventuellement le royaume de Luango et l'intérieur du continent. Donc, on partait prendre des esclaves, les marchés des esclaves, le chemin de la caravane, éventuellement, c'est ça, le marché de l'ivoire, le marché de l'or, tout ce que le colon pillait, une très grande partie passait par l'Oudima. Vous voyez, chers amis. Mais des liens étroits entre les Kounis et le royaume de Luango laissant protéger des rats à destination des négriers. Bon, ce que vous devez comprendre, que il y a une connexion directe entre le royaume, on peut simplement dire tout ce secteur de l'Oudima, dirigé par Mwele Mbungu, le prince Mwele Mbungu, donc le Lubomo, Luvaku, Makabana, Mutela. Il y a une très grande connexion entre toutes ces populations de la vallée du Nyari et le royaume Luango. Ouais, et le négrier blanc à cette époque a tout fait pour essayer de briser cette connexion-là. Parce que ces peuples-là se communiquaient, s'échangeaient, se partageaient l'intelligence. Hein. Le négrier a tout fait pour casser les traces. Hein. Voilà. Le premier village de l'Oudima se situe au confluent de la rivière Ludima et du fleuve Nyari. Ça, c'était le premier village. Hein, au confluent de le fleuve Nyari et la rivière Ludima. Il porte alors le nom Ludima Nyadi. Hein. Ça, c'est l'endroit où se retrouvait le plus grand centre. On peut simplement dire le centre-ville même de cette région-là. Le terme Nyadi, qui désigne le fleuve, est issu de la langue Kikuni. Hein. Le terme Nyadi, qui désigne le fleuve, est issu de la langue Kikuni. Donc les Bakuni, en réalité, c'est là où vient l'expression Nyari. Après une altération phonétique Bembe, hein, altération phonétique Bembe, il est devenu Nyari. Hein. Vous voyez que, chers amis, donc le fleuve Nyadi, là, Nyadi, hein, ça venait des Bakuni, hein, et les Bembe ont transformé ça, et jusqu'à ce que c'est devenu Nyari. On vous donne l'histoire, allez-y lire, allez-y chercher. Et tout ça, vous allez retrouver ça dans les cahiers des colons. Et nous avons la documentation pour ça. Le premier chef de poste était donc Joseph Cholet. Je crois qu'il y avait, je crois, une gare aussi. Hein. Il y avait une gare aussi dans ces zones-là qu'on appelait Cholet, je crois bien. Le premier chef de poste était Joseph Cholet, arrivé à Luango dès 1883. Vous vous souvenez, hein, le traité de Luango, c'est je crois, le 12 mars, ou le 12 mars 1883, si je me souviens bien encore. Hein. Arrivé à Luango dès 1883, sergent à la tête d'un groupe de tirailleurs algériens. Hein. Il est relevé par Tambouto, un Tambouto, il avait été relevé par un certain Tambouto, quand il prend le commandement d'une caravane à destination de Brazzaville dans le cadre de la mission Ouest Africa. Hein. C'est comme ça qu'il est arrivé là.
Bon, je vais rapidement vous lire ces petites notes que j'avais préparées pour vous, pour que ça va vous aider, pour, surtout pour les populations de notre zone là, de comprendre un peu. Juste à côté, on trouvait Stéphanieville, hein, Stéphanieville, issue de l'influence belge. Alors, Stéphanieville est le prénom de la fille de Léopold II, avant la distribution définitive des territoires entre la France et la Belgique. Donc, éventuellement, Stéphanieville, nous étions un peu dans le côté de la République démocratique du Congo. Donc, après les Mfouati là-bas, on rentrait un peu, donc, un peu vers la République démocratique du Congo. Bon, on vous donne l'histoire. Un instant, je vais faire ça. Bon. Bon, je vais vous lire ça rapidement pour que vous puissiez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Le capitaine Grand Elliott, on peut simplement dire anglais, compagnon d'exploration de Stanley, avait découvert la vallée en 1883 et fut contraint de la céder à la France, qui racheta le territoire à l'administration belge de l'État indépendant du Congo pour 30 000 francs. Donc vous comprenez bien que toute cette vallée du Niari là, en réalité, ça avait été découvert par un Britannique. Mais malheureusement, le Britannique l'a cédé aux Belges et aux Belges et les Français après. Ouais, et donc tu vois que Stanley là, on peut simplement dire Grant Elliott, qui faisait partie de cette exploration de Stanley, ne nous a pas donné la chance. Peut-être que notre chance devait partir de là. Si nous étions restés du côté britannique, ça aurait aujourd'hui fait notre bonheur. Et notre malheur, c'est qu'il nous a vendu à une valeur de 30 000 toute cette vallée-là. Et c'est là où est parti tout le malheur du peuple congolais. Voilà. On peut simplement dire, l'actuel Ludima Post, occupe depuis 1905 l'emplacement approximatif de Stanleyville. Un peu en retrait du fleuve. Voilà. Donc, je vais rapidement vous donner ces petites informations que vous ne connaissez pas. Il est en effet situé sur un éperon dominant le fleuve Niari, dont le cours encaissé décrit de singuliers méandres. Les boucles se rejoignent presque par endroits. Tout ça, ça vous décrit un peu la beauté de cette vallée du Niari. Dans les 15 premières années de la colonisation, la présence française était plutôt symbolique, hein, parce que c'est clair, parce que c'était les Noirs qui régnaient. Le roi Maluango, Mani Makosso Chikozo à cette époque, et nos ancêtres ont dirigé, cette zone. Et il n'y avait jamais eu des conflits, il n'y a jamais eu... on peut simplement dire des fausses communes. Il n'y a jamais eu le pillage, le tribalisme, le régionalisme. Non, il n'y en avait pas. Le Congo souffre d'une pénurie d'hommes, frappé par la maladie et confronté aux difficultés d'administrer. Manque de moyens, mauvaise gestion, manque de substance de la métropole. Les chefs de la station, les chefs de poste et agents et autres agents auxiliaires ne restent pas très longtemps en fonction. Ils sont suppléés par la présence des tirailleurs des autres colonies, hein, éventuellement le Gabon, l'Algérie, le Sénégal, ainsi de suite. La colonie Congo-Gabon devient le Congo français en 1891, sans que la restructuration n'améliore véritablement la situation. En 1896, le colonel Baratier, fer de lance de la mission marchand, résumait ainsi la situation de manière abrupte. L'occupation du Congo se réduit à celle du sentier qui relie Luango à Brazzaville. Vous voyez, chers amis, c'est là où ils ont pu casser tous. 2 postes, Ludima et Koba, jalonnent ce sentier long de 500 km
Un troisième, Kimbedi, a été fondé il y a 2 ans, il y a 2 mois. Il y a 2 mois après. Ouais. En dehors de ce poste tenu par un blanc et quelques miliciens, le reste du Congo est non seulement inoccupé, mais complètement inconnu. Ouais, que donc on ne connaissait pas Oyo, on ne connaissait pas ça. Donc quand on voit Kimbedi regroupait le pool, regroupait. Donc ce sont les grands centres, hein, chers amis. Quand on parle ici, on parlait des grands centres. Donc et puis après Kimbedi, il y a eu Bouansa. Donc vous voyez, chers amis, ça sont les grands centres. Donc Kimbedi, il y avait toute la zone du pool. Donc même les plateaux là étaient totalement inconnus. Ils étaient pilotés par Kimbedi. Hein, vous voyez, chers amis. Donc les Oyo là, il n'y en avait pas. Les Edou, les Tika Pika, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Les Bonobo là, venaient là. Ils étaient pilotés là par la partie sud là. Voilà pourquoi ils viennent toujours nous emmerder là. Ouais, parce que le blanc savait que les plus intelligents étaient dans cet axe là. Ah, c'est ça qui est la réalité. Ouais. Peu à peu, le poste de Lodima devient donc un passage obligé. Première étape après la traversée du Mayombe sur la route de Brazzaville. Donc, tout blanc ou tout expéditeur, tout colon qui quittait l'Occident quand il voulait arriver à Brazzaville, quand il passait à Maluango là-bas, chez Mani Makoso Chikozo, il fallait d'abord qu'il passe par Lodima, auprès de notre ancêtre Tatambungu. Ah, chers amis. Et il y a eu aussi des chefs de terre. Et nos ancêtres étaient aussi des propriétaires de terre, de Bouansa jusqu'à Lodima. Et mon ancêtre à moi gérait une grande partie des terres. Eh oui. Et on va vous parler de ce traité-là rapidement. Voilà, donc c'est ça. Donc la ville de Lubomo, la mission catholique de Lodima, voit le jour en 1895 dans le sillage de celle de poste de Bouansa. Mission fondée sous la ouette de Monseigneur Kari, hein, pionnier et fondateur de la mission de Luango. Comprenez ça, hein, chers amis. Là, on vous rappelle dans l'histoire, les bonobos d'Oyo. Vous connaissez l'histoire du pays, vous ne connaissez pas. Vous jouissez de notre richesse, vous ne savez pas d'où est parti. Comment nos ancêtres ont gardé, ont conservé nos terres dans la stricte forme de ne pas détruire et détruire l'environnement. Ils ont conservé la cohésion des peuples. Ils ne sont jamais rentrés dans le conflit. Ils n'ont jamais dévalisé le sous-sol de la manière dont vous êtes en train de faire. Voyez, chers amis. Et le blanc nous a respectés à ça. Et le blanc savait qu'il faisait affaire à des gens, les descendants du royaume Congo. Parce que quand on parle de descendants du royaume Congo, il faut voir la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, il faut voir l'Angola. Voyez, chers amis. L'implantation n'est pas aisée car dans le premier temps, les concessions de la mission sont divisées avec un milieu, le village de Mabiala. Vous connaissez le village de Mabiala, vous ne connaissez pas ça, ce sont les grands mages, les propriétaires des terres dans toute cette zone-là. Donc on parle ici de la zone du Poul, de la Bouenza, du Niari là-bas, ainsi de suite. Ça sont les grands mages. Les grands mages, donc ce sont nos ancêtres que nous devons toujours appeler pour nous aider à régler cette affaire des terres avec les bonobos, donc ceux qui sont venus d'ailleurs pour essayer de nous coloniser, nous briser. Les problèmes de la cohabitation avec les villageois sont nombreux. Il faut attendre 1899 pour qu'une solution amiable permette de réunir les deux entités. Les sœurs de Saint-Joseph de Cuny, venues de Luango, tentent de s'implanter à Lodima, mais meurent de maladie les unes après les autres. Si bien qu'en 1900, l'évêque décide de l'évacuation progressive de quelques sœurs survivantes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un petit conflit. Mais il fallait que nos propriétaires de terres étaient obligés donc de faire appel aux puissances surnaturelles pour pouvoir chasser tout ce qui avait le mauvais cœur sur les terres. Et donc ils ont été frappés par des maladies. Mais il n'y a que eux qui mouraient. Les Noirs ne mouraient pas. En voyant, chers amis, les pouvoirs de nos ancêtres, c'est ça que nous invoquons aujourd'hui. Parce que dans notre lutte, là, la lutte est spirituelle. C'est une lutte qui demande l'assistance de nos ancêtres pour que toutes ces énergies viennent nous aider à se débarrasser du néron tropical, l'homme qui a le mauvais cœur, le plus grand sorcier que le pays n'a jamais connu, l'homme qui a fracassé le pays, et aujourd'hui le petit-fils veut vouloir nous narguer sur nos terres dans la partie sud. Hein, chers amis. Et c'est là où mon adrénaline commence à augmenter.
Ouais, chers amis. La maladie du sommeil était l'un des fléaux de la région. Je vais continuer. Il faudrait attendre une amélioration des conditions de vie pour que les religieuses reviennent progressivement dans le diocèse de Madingu, réduite à 3 en 1920. Elles sont 23 en 1955 et 37 en 1960. Donc ça, c'est simplement les effectifs de sœurs qu'on a augmenté. Éventuellement, la colonisation est venue par la religion. C'est là où ils sont venus nous avoir. Et nos ancêtres ont tout livré à ces gens-là. Ils nous ont amené les femmes dans cette mission de colonisation en nous disant, voilà, ça sont les sœurs. Mais tout ça, ça c'était les agents de la répression, mais dans le domaine religieux. Donc tout ce qu'on partait confier aux prêtres, aux sœurs, ils le rapportaient aux colons. Donc quand tu commettais des dégâts, tu partais dire te confesser, et puisque vous disiez qu'il faut toujours venir se confesser, ou tu connaissais tes secrets, tu partais dire tes pouvoirs traditionnels, tu partais donner aux sœurs, tu partais dire, et le colon le lendemain venait piller tout. On prenait nos statuettes, nos tout, ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils nous ont dévalisés, ils nous ont brisés culturellement. Et c'est ça la réalité. Ils sont passés par la religion catholique pour le faire. Voilà pourquoi nous faisons maintenant appel à nos ancêtres, parce que nous pensons que c'est Dieu qui nous a donné tous ces pouvoirs. Et c'est Dieu qui nous a tout donné, c'est Dieu qui nous a créés. Et nous, avant que ces gens-là ne viennent, nous étions dans l'unité. On se partageait le minimum qu'on avait, de village en village. Ouais, chers amis. Et dès qu'ils sont venus, nous sommes rentrés dans des divisions, dans des conflits internes. Et voilà pourquoi il faut faire revenir le Kimuntu, hein, le Kimuntu, le côté traditionnel, pour régler nos affaires. Mais pour le faire, il faut qu'on arrive à chasser Sassou, il faut sacrifier Sassou. Il faut qu'on arrive à sacrifier Sassou. En 1885 et 1930, c'est donc l'âge d'or de l'Oudima. Le trajet à pied était la seule solution pour rejoindre Brazzaville, à moins d'emprunter à partir de 1898 le chemin de fer belge de Matadi à Léopardville, Kinshasa, puis la traversée du fleuve. Donc, Brazzaville était joignable que par pied. En moins que vous allez du côté de la République démocratique du Congo, vous prenez le chemin de Matadi. Mais tout ça pour le faire, il faut donc passer d'abord par Kimbedi, rentrer de l'autre côté de la République démocratique du Congo, et puis donc prendre le chemin de fer belge, qu'on appelait à l'époque Léopoldville, pour vous emmener à Kinshasa. Le chemin de fer de Matadi, et pour vous emmener à Léopoldville, dans Kinshasa. Voyez, ses amis. Donc, le Dima était le plus grand centre. Vous quittez, vous passez par le roi Mani Makosso Chikozo, le roi de Maluango. Donc, ça, c'était une collaboration directe entre Mani Makosso et les propriétaires des terres de l'Odima. Ouais, l'Odima était ainsi le premier district du Congo qui couvrait la grande région Kwilu-Nyari, englobant Luango, lieu de départ des caravanes, et Pointe-Noire. Alors, simple village et lieu où l'on pouvait débarquer. Parce que à Luango, c'est là où on pouvait débarquer. Vous voyez, chers amis, l'importance. Et la connexion qui lie le roi Mani Makosso Chikozo. Donc, quand les enfants du Nyari, les enfants du Kwilu, les descendants du grand roi Mani Makosso Chikozo demandent la souveraineté du royaume de Luango, les enfants de l'Oudima qui couvrent toute cette zone-là. Donc on va voir Makabana, Louvakou, Dolizi, Bouansanka, Kimbedi. Quand on parle de Kimbedi, là-bas, il faut inclure le pool parce que Kimbedi était piloté par le pool était parti de Kimbedi. Hein, dans cet ancien, parce que c'était des centres de transmission, de communication. Donc, il faut voir ici que la zone du Poul, la zone de Bouenza, Nyari, le Koumou, toute cette zone-là, toute la vallée de Nyari et le grand Mani Makosso Chikozo, c'était des vases de communication, de collaboration, d'entente. Donc si on déclenche la souveraineté là-bas à Luango, les autres peuples là-bas aussi doivent déclencher la souveraineté, doivent chercher la souveraineté pour que la cohésion de ces grands esprits de nos ancêtres-là revienne là pour avancer. Donc simplement, si la France continue de maintenir Sassou au pouvoir, il est question que certainement qu'on va balkaniser le pays, on va couper le pays en deux parties, puisque nous sommes les victimes. Quand il s'agit de prendre les élections, ils viennent faire leur campagne chez nous.
Mais quand il s'agit de faire la redistribution de la richesse nationale, on nous oublie. Nous sommes les siphons. Ils doivent construire chez eux. Ils doivent voler l'argent. Ils doivent aller acheter ailleurs. Ils doivent construire les meilleures écoles chez eux. Regardez Sassou, mauvais qu'il est. Il va construire même une école au Tibet. Accueil chaleureux et honneur à la tibétaine. C'est ainsi qu'a été reçu le couple présidentiel congolais à Beijing ce vendredi 13 juin 2014 par les élèves de l'école de coopération sino-congolaise Denis Sassou Nguesso de Yushu. À travers cette cérémonie, les élèves et enseignants de cette école traduisent leur reconnaissance au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso pour sa sollicitude lors du tremblement de terre en province de Yushu en 2010. Yushu est une province de Chine de près de 800 000 âmes. 16 millions de yuan est destiné à la construction d'une école primaire et cela est ce qui a donné lieu à un nouveau nom de l'école d'amitié sino-congolaise. Un bienfait si minime soit-il n'est jamais oublié. Pour votre gouverne, au lendemain du tremblement de terre survenu dans la province de Yushu en 2010, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso avait compati à la peine des habitants de Yushu en construisant une école plus agréable pour les enfants orphelins des victimes du sinistre de Yushu. Je vous félicite parce que, à travers votre discours, vous nous montrez que votre établissement s'est développé et passé d'une centaine d'élèves à 300, d'une dizaine d'enseignants à une cinquantaine. C'est donc un grand progrès, c'est le résultat de votre propre travail. Donc nous vous félicitons pour cela. Pour leur part, les élèves ont reconnu que beaucoup de choses ont évolué dans leur école en matière de prise en charge. Donc, toutes les conditions à l'école très bien. Les professeurs sont très sympathiques, très gentils. Le Tibet est une région de Chine au nord de l'Himalaya avec 2 620 000 habitants. Sa capitale est Lhasa. Une grande école au Tibet. Mais là, dans la partie sud, il n'y a rien. Des élèves confinés les uns les autres, assis à même le sol, c'est le souci quotidien et un casse-tête pour l'équipe dirigeante de l'école primaire de Kibina. Vraiment, les enfants assis à même le sol, vraiment ça me rend malade. Devant la situation, le corps enseignant ne peut rien. On en sait l'essentiel, on y peut rien, mais tout le monde doit comprendre. Des salles de classe qui comptent même jusqu'à 398 élèves, 10 fois plus que les effectifs pédagogiques normaux. C'est la réalité de l'école primaire de Kibina. Dans cette classe, c'est 398 élèves. Juste à côté, c'est une classe de CE1, c'est 266 élèves. Normal que Grâce plaide pour son école. Bon, pour s'asseoir à terre, là aussi, c'est pas bien parce que les autres aussi qui peuvent s'asseoir à terre, ils sont à terre, ils regardent le tableau en haut, mais eux, ils sont en bas. Donc, ce que je veux, c'est qu'on nous envoie seulement des bons pour bien écrire aussi, bien regarder au tableau. C'est pas le collège qui est logé à bonne enseigne sur la question. Dans cette classe de 3e, ce sont les premiers venus qui occupent les tables bons. Les retardataires, c'est le sol. Ça va pas. Parce que dans les conditions là, on ne peut pas être bon. Un vrai problème pour le surveillant général du collège. Nous ne pouvons pas nous dégager de cette difficulté parce que c'est la réalité qui se présente. Nous sommes une école périphérique, donc les environs n'ont pas de CEG. Au point que nous recevons les enfants de Madibou, les enfants qui viennent de par-ci par-là. C'est ça qui fait que nous ayons un pléthore. Mais puisque la réalité est celle-là, nous sommes tenus de travailler dans cette réalité. À côté de ce problème de pléthore, un autre problème, le déficit du personnel enseignant à l'école primaire de Kibina. Dans notre classe de 398 élèves, l'enseignante est enceinte et c'est le directeur de l'école lui-même qui, quelquefois, la souplait.
Oui, effectivement, j'ai un problème d'enseignant. S'il y avait suffisamment de personnel actif, il devait y avoir deux vagues ici à Kibina. Mais dommage, en ce net moment, même moi en tant que directeur, je suis au bureau et en même temps en classe. Et même quand la salle est animée, le souci... Et la France qui a signé tous ces traités-là avec nos ancêtres nous a oubliés, continue de supporter ça sous. Et vous voulez que nous, les enfants, les descendants de nos ancêtres-là, continuent d'acclamer et d'accepter que la France continue à mener la zizanie sur nos terres? Non! Mais la France est directement impliquée dans nos business. Quand il a détruit la démocratie, la France supporte à 100% ça sous. Donc il va falloir que la France puisse se rectifier pour que nous puissions revenir sur une bonne entente, s'ils ont la volonté. Mais comme la souveraineté de Luango est déclenchée, les autres peuples qui dépendaient de l'Odima, donc on va dire ici les postes de Bouansa, Kimbedi, de Luango, tout ce monde, on doit donc marcher de même pied parce que nous sommes les mêmes peuples, nos ancêtres ont déjà communiqué, ont déjà gardé une bonne entente. C'est ça que nous voulons dire. Donc vous voyez que les bonobos d'Oyola, on ne les connaissait pas. 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 Je vais rapidement essayer de regarder si je peux vous prendre ce traité-là, les traités signés par nos ancêtres, simplement pour vous parler de quelques traités qui ont été signés, pour nous parler les quelques traités de nos ancêtres qui ont été signés à cette époque. Ah oui, hein, chers amis, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et nous sommes là pour vous informer. Pourquoi on vous informe? Parce que si on manque de connaissances, ça va être difficile de mener la lutte. La lutte demande aussi la partie intelligente. Hein. Côté ya mayela, hein. Mayela ndwenga fongezaba kote nge kukatukaka. Singeme kuzaba kote nge kukatuka. Yake le diambu ya mbote samuti mambo nyosuke kukuzana ntwala ngeke kuzaba yao. Ngeke kuzaba yao. Et donc benmel kutala bampangi ya Luango bakuzaba ti ke bame kulomba kimpwanza babantu nyonso tu ina kene na nzila mpe ina beti bukla ya la caravane bampangi ya banyari ba on peut faut bakudiata bakuzaba mukino bakukatukaka bino zabati bantoto tu ina kotia ludima ina kele bantoto ya kusema ni fasobe ni kutala ntamba ni kusalaba baba ni kukunda bamangulu kuna bamangulu ya nene ya ludima bantu bani kude yao mindele bani kutekisa yao babantu bani kuza kusumba yako ne bani kona bayinsi ya nzenza bayinsi ya ntama ba unkanyampe mekuza kulosa nyonso les mangues greffés de l'Udima, vous vous souvenez hein? On va vous donner rapidement quelques traités avant de clôturer ce direct. Voilà, on va aller regarder si on va prendre quelques traités de l'Udima. Bon voilà, donc on peut par exemple vous donner quelques traités. Voilà. Bon, par exemple, traité signé par John Grant Elliot, donc le Britannique, qui était arrivé avant de vendre ces terres à une somme minable de 30 000 € français et aux Belges. Le grand prince que nous appelons ici Mvwalambungu, roi du Nyari, le grand roi du Nyari, avait signé donc pour un territoire à la confuse du Nyadi et de l'Odima. Hein? Et ça, c'était le traité qu'il avait signé le 1er mars 1883. Le grand roi du Nyari. Ça sont nos grands rois. Maintenant, vous allez voir ici mon ancêtre, qui est aussi propriétaire de ces terres-là. Hein? Mikia Yampongi, chef de territoire de Lundema. Et ça aussi, c'est le traité qu'ils ont signé en mars, le 1er mars 1883. Donc vous voyez que quasiment, c'est ce traité-là même, le traité de Luango, tout ça, ça s'est déroulé quasiment au mois de mars. Vous voyez, chers amis. Donc vous voyez qu'ils ont d'abord signé les traités à l'Udima avant d'aller conclure les traités de Luango. Parce que le traité de Luango, c'est le 12 mars, je crois. Je vais vous donner la date exacte. Donc on vous donne rapidement quelques dates encore. Voilà.
Donc ici, ça sont des choses qui existent. Voilà. Bon, voilà. Il y a encore nos ancêtres du côté de Bakamba là-bas. Donc, du côté de Kimbedi là-bas, nos ancêtres Badondo, le roi et le chef de Kingwala Masaka, Kingwala Masaka. Le traité signé le 20 mars 1884 entre ce grand roi-là et Spencer Byrne. Celui-là aussi, c'était pour l'Association internationale du Haut-Congo. Éventuellement, les Spencer Byrne, là, ça c'était des Britanniques qui ont vendu après ces terres-là à l'autre là. Bon. Voilà. Donc, il y a beaucoup de traités ici. Hein. Aussi, on peut encore vous donner le traité signé avec les grands chefs traditionnels dans le secteur de Kimpanzu. Hein, Kimpanzu là-bas. Le district de Kimpanzu, ça c'était le traité signé le 19 décembre 1883. Et le grand chef traditionnel ici, c'était Ngoranzoma. Ngoranzoma, ça sont nos grands mages, les propriétaires des terres. Nous, dites-nous, les Nguesso ont eu les terres où? Hein? Ils sont en train de nous occuper tout le pays. Ils ont eu les terres où? Ils sont en train d'occuper les terres de Luango, les terres de Nkaï, de Dolizi, de Bouansa, de Sibiti, partout. Les Nguesso ont eu les terres où? Ils sont propriétaires des terres où? Voyez, chers amis. Et nous sommes ici, nous sommes en train de parler de l'histoire d'une manière claire. Et l'histoire, vous ne pouvez pas. Et ça, c'est reconnu par le blanc qui a reconnu ça. Vous voyez, chers amis. Donc, je veux clôturer par là. Notre peuple doit comprendre que il faut lutter. Hein, il faut lutter. Hein. Les amis de Luango ont déclenché la souveraineté. Tous les peuples de la partie sud doivent être en association avec les amis de Luango. Parce que nos ancêtres ont toujours travaillé de connivence, ont toujours été des amis. Nos ancêtres ont toujours travaillé la main dans la main. Nous venons là de parler l'affaire des terres. On a tout un tas de documents, des contrats qui ont été signés. Mais tout ça, la France nous a abandonnés. Nos ancêtres ont ouvert les portes, ont signé les contrats, mais la France nous a abandonnés. La France n'a suivi que des intérêts. Vous avez des jeunes présidents comme les Emmanuel Macron qui sont fous éperdument du noir. C'est des racistes. Il faut le dire comme ça. Emmanuel Macron était raciste. Sarkozy était raciste. François Hollande était raciste. C'est ça qui est la vérité. Ils nous ont tous abandonnés au profit d'un homme maladement qui a une tête brisée, qui est en train de piller le Congo, de détruire le Congo. De Karine Wissot. Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Et ils sont toujours là parce qu'ils veulent sauvegarder les intérêts. Mais nos ancêtres leur avaient aussi légué nos ancêtres avaient aussi protégé les intérêts de la France. Mais pourquoi la France nous fait ça? Donc, moi j'en appelle ici à une forte révolution dans la partie sud du Congo. Maintenant, s'il y a des amis dans la partie nord qui pensent travailler aussi, rentrer dans cette révolution, alors faites aussi la révolution dans la partie nord pour que nous puissions chasser le mal qui est en train de miner le Congo. Au nom de tyrans du Néron tropical que nous appelons Sassou, de tous ces systèmes-là. L'Insat Mabela, il connaît Ludima. Oui, il est de Ludima certainement. Mais il connaît ces histoires-là. Il connaît ce que nos ancêtres ont signé. De Mouenembungu, il connaît ces gens-là. Voyez, il connaît nos ancêtres. Hein, chers amis. Ah donc, on le dit, chers amis, on le dit à la France, stop. Nous sommes prêts à faire couler notre sang. Nous sommes prêts à se sacrifier au nom de nos ancêtres et de nos terres. Si vous allez à une élection de Sassou, comme il est en train de commencer à envoyer, il a commencé à envoyer son petit-fils, vous venez nous narguer dans la partie sud, parce que nous sommes les animaux. Bisotoza banyama bango bazali bamboa. Hein? Beto ke bibulu ba kele ba imbwa bakina kulanda beto ke tuba mvula yai bakujidika election ina beto ko tala
wakote bake bana kubaka jaka mafuta ya ndombe ni mutindo ina no nge mwana ya Lukwilu, mwana ya Lunyari, mwana ya Lukumu, kuna Labwenza, kuna mpena Lupulu na kati ya plateau pe bampangi nyoso ya kote ya isi ya imekuma ntangu ya beto na kutelama na kutuba ti bantoto ya ike ya beto bankoko ya beto beku nwana beku sala kintwadi na batata baluango nge kuna pena kati ya Lukwilu nge kutelama na kutuba ti mbara ya yake kuluta ve yani kena nsatu ya kusala election na kuluta jaka na ngolo yani kesuta kulagisa ke yandi ni yani mfumu ya Kongo bankoko yani wapi bantoto kena bawo betu metuba bankumbu ya bankoko ya beto awa bamfumu ya bantoto bawo wapi bantoto kena bawo na Kongo kuna beno kuvindula beno kuyindula betu kutelama kintwadi na kulosa nkadampi wa mutantu mukuyu matondo na ngwilu ya mbote bika nzambi ya lulendo kutatama na beto na nkumbu ya tata Simon Kimbangu, Cardinal Emile Biayenda, Monseigneur Enos Kombo, Augustin Karakala, Maître Ambroise Malonga, Bruno Osebi, Régis Batola, baina nyonso na tata Grenard Matswa, yina beke nkumbu betoke kuzimanaka tata Grenard Matswa. Ah, j'ai même la chair de poule quand j'ai prononcé ce nom. Et je sens que les esprits là sont là pour avec nous. On ne va jamais oublier les disparus du beat de Brazzaville. Baké 10 000, bamelouti la 10 000, yina nmeku fwa kuna bana ya Congo. Ba descendant ya babantu ya bamfumu ya bantoto ya nmeku fwa baum na kati ya bantoto ya beto. Menga ya beto mekutana na bantoto yina batata na bamama. Yake le jambo ya kiaji. Beto kezima na ve ba jeune ya beto ya Shakona. Baina mpe kufuaka kuna na kote ya na Zulu kuna dans le 4 mars 2012 babantu mingi mekufua mingi mapango ya baba mekubaka me baantu ina kena kutatama na kubula dia kankadi ampe mama boko ezali pasi mingi ezali soni pona bino pofuilele bato na bino bakufi kuna ebele bakufi na le 4 mars 2012 mingi pe badzuba mapango na bango me bozokutaka ko betela sasu maboko bozali na pasi me bozali kako betela ye maboko ezali soni mawa pona bino po bino bozo ko bouger te biso tozali il faut to bouger bato na biso na secteur na sekuna ya Congo ezali tribaliste ezali oyo ezali makambo ya vérité polele petuke zima na ve bampangi ya génocide ya Congo no yani bani kulanda tata onga mutindu kibulu azokolanda Pierre onga mutindu nyama anga azalaki nyama bango bazalaki bambwa ya chasse ezali mawa babomi bakuyu bato mingi bana baviole babana bamike bana bakoko bamama mawa me bozali kako betela tata wana maboko yo mwana ya parti nord ya Congo momboshi mogangulu bakuyu makwa balikwala pe kuna babomi taba pona nini bozali kobetela moto oyo diabolo maboko Kongo tozali na pasi mawa tango bayulu bazalaki kuna toyoka kitenge ko ba fausse commune ekuna ezali babomi bato ebele bayibe bambongo tango ba masamba de baba bazalaki toyoka kimakaba ba fausse commune ezalaki te bakambo ba tribaliste ezalaki peut-être mais bato bazali ko sala liboko na liboko Kongo ezalo kene liboso bino bokangi mitema botiki ndoki moyibi ko boma badinga biso to ko dzunisa Kongo wana na nzela. On va pas oublier le génocide dans le pool. Ba milliers ba bantu ba bwana ba meku yoka ba bantu mingi ba meku fwa nge mwana ya le pool nge kele mwana ya Congo nge kele mfumu ya bantoto ya meku bantango beto vada kintwadi beto kukatula ntima ya imbi na kati ya beto kutula zola yenge nge mwana ya le pool zola mpangi ya le pool kuvanda veki imbwa kenge kutrete mpangi ya le pool meku mamutiru nyama nge mwana ya la bwenza zola mpangi ya nge mwana ya lunyari mwana ya lukumu mwana ya lukwilu zola mpangi beto vada kintwadi beto sutu beto bantwenya beto vada kintwadi sino yeke vanda kaka mpasi beto zola beto na beto beno katula ba mambu yina ya ba yaya ba nkoko ya beto ya ntama kubukila ba mpangi mekuma mtindu ba enemy
pake na kufua beto mutindo bibulu beto kutelama batata beto kezima na ve pampangi nyonso tu baka na kufua na banzila nyonso kuna na Congo bayina mpeke na kufua na babimbevo samuti ba l'hôpitalu ya mbote ikeleve mbayina bambongo ikeleve ba makanda kena kumwanga na bidilu mfuilulu kena kubula mpasi na mpasi kuna na Congo balikolo kia kumwanga bayina nyonso kena mpasi kena kuna kufua mutindu bibulu beto mekuzima na bave peka bampeve nyonso tu na kusamdila samu na beto samuti Congo kubasika na mpasi moke kuzimana ve peve ya tata ya munu ya mama ya munu ya bampangi ya munu ya babakala na kibusi ya munu mpe na nkumbu ya nzambi nkwa lulendo nzambi ya mpungu na nkumbu ya bazonsetre beto mutindu batata ndundu bika banyos bakuza kusadisa beto matondo na ngwidu ya mbote beto ke kununga Kongo ke kwena na ntwala avant fe ya mvula yai mfo nkadi mpemba beto kusimba kusambisa kubasa Kongo kupesa zola yenge kiese majia na kati ya bana ya Kongo kutunga Kongo beto nyonso kintwadi mukindu muntu mosi na kati ya bwala mosi matondo kaka bilumu ke kuiza. Le peuple gagne toujours, la lutte continue. Ingeta. À la prochaine, chers amis.